Aussi adaptable que l'Ukraine l'a démontré depuis le lancement de l'invasion russe, un schéma ressort avec une clarté particulière. Lorsque l'Ukraine identifie une stratégie qui fonctionne, elle ne l'abandonne pas, elle l'affine, elle la répète, et elle maintient la pression jusqu'à ce que les résultats deviennent impossibles à ignorer. Et à l'heure actuelle, cette stratégie se concentre sur une seule chose, le pétrole, pas la rhétorique, pas le symbole, les infrastructures. Dans quelques instants, nous verrons comment une étendue d'eau autrefois considérée comme intouchable est soudainement devenue le théâtre d'engagement discret et méthodique, capable de remodeler le volet économique de cette guerre. Car ce qui s'est produit ensuite ne s'est pas déroulé près des lignes de front. Cela ne s'est pas produit sous un feu d'artillerie constant. Et cela ne s'est certainement pas produit là où beaucoup s'attendaient à voir l'Ukraine opérer. Au contraire, cela s'est déroulé à des centaines de kilomètres de distance dans mer Caspienne. Depuis des mois, l'Ukraine cible les systèmes qui financent l'effort de guerre russe. Raffineries, dépôts, stations de pompage, toute installation liée aux flux énergétiques a été confrontée à des perturbations répétées. Et une fois encore, l'Ukraine a frappé là où la Russie s'y attendait le moins. Cette fois-ci, la cible n'était pas terrestre, elle était offshore. Le 11 janvier, des informations ont fait état d'une opération de drones de précision menée par les forces ukrainiennes contre 3 plateformes pétrolières russes en mer Caspienne. Pas une, pas deux, 3 installations distinctes ont été touchées lors d'une action coordonnée unique. Selon les confirmations militaires ukrainiennes, les plateformes concernées étaient les installations Filanovsky, Yuri Korchagin et Valery Greifer, toutes exploitées par la société énergétique russe Lukoil. Ces plateformes étaient depuis longtemps considérées comme sûres. Lorsque l'invasion a commencé, elles se situaient bien au-delà de ce que beaucoup pensaient que l'Ukraine pouvait atteindre. À près d'1 millier de kilomètres des zones de combat actives, entourées d'eaux ouvertes et supposées à l'abri de toute pression directe. Cette hypothèse ne tient plus. Les systèmes satellitaires de surveillance des incendies n'ont pas immédiatement détecté de vastes foyers, ce qui suggère un élément clé. Les frappes semblent avoir visé des composants structurels ou opérationnels plutôt que des zones de stockage. En d'autres termes, il ne s'agissait pas de mise en scène. Il s'agissait de perturbation. La précision avant la visibilité. L'état-major général ukrainien a indiqué que ces plateformes étaient utilisées pour soutenir les capacités militaires et économiques de la Russie. Le carton était mesuré, mais l'implication était claire, ces installations comptent. Les atteindre n'est pas une mince affaire. Les plateformes de la mer Caspienne se trouvent à environ 950 km des lignes de front ukrainiennes. Toute opération par drone doit prendre en compte la distance, la navigation et l'exposition aux défenses aériennes. Les trajectoires doivent éviter les espaces aériens étrangers tout en traversant des régions fortement surveillées. Pourtant, les drones sont arrivés, et ce n'était pas la première fois. Quelques semaines plus tôt, une autre plateforme de la même région aurait déjà été touchée. Des images vidéo ont montré des drones aériens atteignant directement leur objectif, marquant la première attaque confirmée de ce type dans le bassin caspien. Depuis, plusieurs engagements semblent avoir eu lieu, ce qui suggère qu'il ne s'agit plus d'un incident isolé, mais bien d'une campagne plus large. Certains rapports indiquent que l'Ukraine a commencé à se concentrer sur les infrastructures de la mer Caspienne à la mi-décembre, avec des avancées et des retraits répétés visant le même trio de plateformes. Le schéma est constant, exercer une pression, observer les réactions, puis revenir. Cette persistance envoie un message clair. Des installations autrefois perçues comme sécurisées sont désormais vulnérables. Et ces frappes ne se sont pas produites de manière isolée. La même nuit que l'opération en mer Caspienne, les forces ukrainiennes ont mené d'autres frappes ailleurs, notamment contre un système de défense aérienne Buk M3 dans un territoire occupé de la région de Luhansk. Des rapports préliminaires ont fait état d'impacts directs et d'explosions secondaires. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela met en lumière une image plus large. La couverture de défense aérienne russe a subi des pertes importantes au cours de la guerre. Selon des évaluations financières ukrainiennes, plus d'1 millier de systèmes de défense aérienne auraient été perdus, créant des lacunes sur de vastes portions du territoire. La majorité des systèmes restants est concentrée autour de Moscou ou près des lignes de front.
Cela laisse les infrastructures critiques situées plus en profondeur avec une protection réduite. En termes pratiques, cela crée des corridors. Des corridors que les drones à longue portée peuvent exploiter. On ignore encore si les drones opérant en mer Caspienne ont été lancés depuis des itinéraires terrestres éloignés ou déployés plus près par des moyens maritimes. Les images diffusées par l'Ukraine montrent plusieurs drones approchant des structures offshore, mais la méthode importe moins que le résultat. Les plateformes ont été atteintes et frappées. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont également visé un dépôt logistique dans la région de Kherson, utilisé pour soutenir les unités russes en première ligne. Les équipements détruits ont accentué la pression sur des chaînes d'approvisionnement déjà fragilisées. Pris ensemble, ces éléments révèlent une approche cohérente. Limiter les mouvements, perturber les flux financiers et compliquer la logistique. Voyons maintenant pourquoi ces trois plateformes sont si importantes. Le champ Filanovski à lui seul contiendrait environ 129 millions de tonnes de pétrole ainsi que d'importantes réserves de gaz. Même à des prix de marché fortement réduits, cela représente des dizaines de milliards de dollars de revenus potentiels. Les champs Yuri Korchagin et Valéry Greffer ajoutent encore davantage des millions de tonnes de pétrole et de vastes volumes de gaz. Ce ne sont pas des actifs marginaux, ce sont de véritables moteurs financiers. L'Ukraine ne peut pas retirer ses ressources du sous-sol, mais elle peut perturber les systèmes nécessaires à leur extraction, leur traitement et leur transport. Chaque retard compte, chaque arrêt repousse les recettes. Et dans une guerre de plus en plus façonnée par l'économie autant que par les mouvements sur le champ de bataille, ces retards se traduisent par une pression stratégique. Au-delà des finances, une dimension géopolitique s'ajoute. La mer Caspienne joue un rôle clé dans les routes énergétiques reliant l'Europe à l'Asie centrale. Le contrôle de ces ressources confère une influence considérable. La Russie a travaillé pendant des années à consolider sa position dans cette région, cherchant à limiter les itinéraires alternatifs susceptibles d'affaiblir son levier stratégique. Les actions de l'Ukraine introduisent une incertitude dans cette équation. Elles signalent que même des régions éloignées ne sont plus hors de portée. Elles coïncident également avec des dynamiques changeantes parmi les pays riverains de la mer Caspienne, dont certains manifestent une indépendance croissante vis-à-vis des attentes de Moscou. À mesure que les relations régionales évoluent, la pression exercée sur les infrastructures renforce ces changements. À court terme, l'objectif de l'Ukraine semble clair, réduire les flux de revenus et compliquer la logistique. À plus long terme, ces opérations pourraient contribuer à un rééquilibrage progressif de l'influence dans une région stratégiquement essentielle. La suite dépendra des réponses, des adaptations et de la capacité des défenses à combler les failles désormais mises en évidence. Mais une chose est déjà évidente. La mer Caspienne n'est plus une zone périphérique silencieuse dans ce conflit. Elle fait désormais partie du tableau d'ensemble. Et si ces engagements se poursuivent, les conséquences pourraient aller bien au-delà des plateformes elles-mêmes. Dans ce contexte, ces opérations montrent également une évolution notable dans la manière dont le conflit est mené. Les lignes de front restent importantes, mais elles ne sont plus le seul espace où se joue l'équilibre stratégique. Désormais, les décisions prises à des centaines de kilomètres du combat direct peuvent produire des effets tangibles sur le rythme des opérations, la disponibilité des ressources et la capacité d'adaptation à long terme. Chaque frappe, chaque perturbation ciblée s'inscrit dans une logique de pression cumulative plutôt que dans la recherche d'un impact immédiat spectaculaire. Cela souligne une transformation plus large du conflit, où l'endurance économique, la protection des infrastructures critiques et la maîtrise des flux deviennent des facteurs